Bienvenue à notre dossier, le cerveau de Bouddha. Je suis Datfan, cofondateur de le Centre de la pleine conscience en Haute-Loire, où on partage la pratique dans le monde de l'entreprise, le salarié et dirigeant, dans l'éducation, pour travailler l'intelligence émotionnelle et l'intelligence collective, et dans le monde de la santé pour prévenir, soigner et aussi guérir les différentes formes de maladies physiques et psychiques dans notre époque. On avait créé d'ailleurs une formation en entreprise qui a formé 3000 personnes dans 25 villes différentes en France il y a quelques années, où on continue ce travail très proche avec étroitement avec le neuroscientifique, le psychiatre, le monde de l'éducation, le dirigeant, pour changer le paradigme pour entrer dans un nouveau monde ensemble. Avant de commencer ce dossier qui va être très passionnant, on va voir ces deux mondes qui rejoignent, le monde de la science et le monde de la contemplation, lié à la psychologie bouddhiste. Et on va voir beaucoup de choses qui est vraiment la clé pour nous aider à avancer dans le monde. Mais avant de faire ça, je vous propose un temps de l'arrêt. Souvent, quand on arrive dans un lieu comme ça, on est porté souvent par le passé. Donc, on entre ici avec beaucoup de bagages. Et aussi, on est dans cette anticipation pour voir ce dossier qui est, pour moi, qui est très passionnant. On peut faire ça avec cet exercice de l'arrêt où je vais inviter 3 sons de la cloche et on peut cultiver d'abord notre attention. Notre attention, c'est l'encre qui va nous aider de rester présent dans l'instant. Et après, quelques mots pour nous guider dans ce temps de l'arrêt. Donc, je vous propose juste pour fermer vos yeux et sentez votre cœur et votre respiration et simplement écoutez pleinement cette 3 sons de la cloche. Pendant ce petit arrêt, je peux simplement reconnecter avec mon cœur. J'accueille le point de contact de mes pieds au sol, le bassin sur la chaise. Et avec dans cet esprit de douceur, de tendresse, je peux ramener mon attention au souffle. Je peux prendre quelques inspires et expires, conscient. Et avec chaque expire, je peux relâcher la tension de mes épaules, mon visage. Et je peux m'accorder un certain sourire de bienveillance, de soin. Et maintenant, je m'établis dans l'intention d'entrer dans ce dossier avec un esprit ouvert, un cœur ouvert. Avec le son de la cloche, on va sortir de ce petit arrêt.
Je voulais vraiment partager d'abord une expérience parce que des fois, quand on entre dans les concepts, on est déjà très loin de l'expérience de la vie qui se déploie dans cet instant. Même quand on est dans cet instant, on peut sentir le souffle qui nous porte. Donc, le cerveau de Bouddha, qu'est-ce que c'est le cerveau de Bouddha? Le Bouddha, il avait un cerveau comme nous tous, mais la façon qu'il avait utilisé ses pensées pour façonner, pour créer sa monde est quelque chose de très incroyable qui avait son impact de 2500 ans jusqu'à aujourd'hui. Même il y a maintenant 30-40 ans, 40 ans où le monde occidental s'intéresse dans la méditation. C'est le petit pas tout nouveau où il a cet engouement dans la méditation, où beaucoup de monde essaie de partager cette pratique. Mais pour revenir à quelques points importants dans le cerveau de Bouddha, le mot Bouddha, ça veut dire éveillé, être complètement éveillé à la vie, à l'instant présent. La plupart de nous en vivent maintenant dans une époque où on est pris par l'incertitude, par le stress, par un monde très volatile, on dit aussi, qui nous laisse dans des états très incertains, très stressants, très affectifs par la peur et par l'inconnu de demain. Et ce que je pense le Bouddha et maintenant la science confirme, même si c'est juste le premier pas, c'est on est tous un cerveau et on est tous cette nature, cette graine de pleine conscience en nous qu'on peut cultiver. Dans la psychologie bouddhiste, on parle de la cultivation. On parle pas trop de le mot la méditation par sens, mais on dit il a les choses un peu cultivées. En sanskrit, on s'appelle ça la bhavana. Et le Bouddha, il dit qu'on peut cultiver la sérénité, le regard profond, la compassion, la joie, l'amour. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui est liée à la neuroplasticité. Dans la neuroscience, on dit que ce qu'on fait, ce qu'on pense, ce qu'on dit peut changer littéralement la structure cérébrale de notre cerveau. C'est pour ça, des fois, on pense, on entend le mot comme je pense donc je suis. Donc ça, c'est une déclaration de Descartes qui est très vraie. Mais si la plupart de notre pensée est pleine de ruminations, pleine de soucis, malheureusement, on devient ces émotions comme le stress, la peur et l'anxiété. Il avait l'un de la pères de la psychologie moderne, s'appelle William James, dans le début de le XXe siècle, en 1902, il a enseigné à Harvard et cette année, il a invité un enseignant laïque dans la tradition bouddhiste pour donner un discours à ce cours de psychologie. Et après cette cours-là, il a déclaré, ce serait la psychologie qu'on va apprendre dans 20 ans. William James a vu quelque chose très pertinent. C'était un visionnaire, mais parce qu'il avait le rationalisme, l'existentialisme qui a pris sa place dans notre monde. On a un peu nié ce monde de contemplation pendant longtemps. Et c'est seulement maintenant, grâce à la science contemplative,
grâce à la science que cet monde se rejoint au niveau. Depuis les années 80, il y a presque 16 000 études qui est fait sur la méditation, surtout la méditation de la pleine conscience, qui est liée à la réduction de stress, qui est liée à l'apaiseur de notre préfrontal cortex, la mémoire, la vieillesse. Et c'est très incroyable comment maintenant, surtout pendant les 10-12 dernières années, on voit une croissance incroyable dans ces études. La plupart sont liées à la psychologie, mais aussi à la santé, à la leadership et aussi à l'intelligence collective. Donc c'est un domaine très vaste, c'est tout nouveau, donc il faut être très humble en même temps pour qu'on voit qu'on est juste au début et on va pas à pas pour vraiment découvrir ce qui est la science peut dire à la méditation et on peut retrouver cette corrélation. Différentes façons, on pratique la pleine conscience maintenant, c'est pour soigner, pour prévenir, pour guérir, pour construire et pour déconstruire aussi. Il y a des méta-analyses qui nous montrent à travers toutes ces études, ce qu'on peut voir dans une méta-analyse, c'est le point en commun. Il y a un qu'on peut trouver différentes qualités en commun avec toutes ces études, c'est la pleine conscience nous emmène à un contrôle attentionnel. On va voir l'importance. Régulation émotionnelle pour équilibrer les émotions. Et le troisième, c'est la métacognition. Ça nous donne une connaissance de soi, connaître soi. Donc, dans ces dossiers, on va voir 3 familles de la méditation qui est liée à cette recherche. Et un par un, on va découvrir cette famille. Les 3 familles qu'on peut trouver qui est reconstituée maintenant, une étude faite par le chercheur Antoine Lutz de Lyon et l'université de Wisconsin, liée à le docteur Richard Davidson. L'un qui est la famille de la méditation qui est liée à l'attention. La deuxième famille de méditation, c'est la méditation constructive. Et le troisième, c'est la méditation déconstructive. L'attention, c'est lié à la facteur de régulation attentionnelle. La famille déconstructive, c'est lié à la changement de perspective, de réévaluation de nos actions, le valeur et notre valeur, et aussi pour construire des émotions, on dit la plus haute émotion de notre vie terrestre, c'est l'amour, la compassion, c'est la sérénité, c'est la joie. Et le monde déconstructif, il est lié à maintenant une certaine l'auto-investigation et pour changer un peu notre représentation de nous-mêmes et le monde et même le concept de le monde. Donc la première famille dans la méditation de la pleine conscience, c'est le facteur de l'attention. On sait depuis longtemps que l'être humain, son esprit est comme un esprit singe. Et on peut voir dans d'autres dossiers, on passe beaucoup de notre temps en rumination. On se rumine beaucoup de le passé et beaucoup de nous, on a l'angoisse de l'avenir de notre existence.
Mais on sait que le passé est fini et le futur n'est pas encore arrivé. Et le seul instant on a à vivre, c'est cet instant merveilleux, cet instant précieux même. Mais il y a une chose qui nous empêche de rester présent, et c'est notre esprit singe. Dans la neuroscience, par une étude, par un chercheur s'appelle Brewer, il a découvert qu'on a un mode par le défaut. Le mode par le défaut, c'est exactement cet esprit singe, ou cette bulle dans la tradition zen dont on parle. C'est cette incapacité de rester avec ce qui est là. On est souvent dans une certaine projection de la réalité, mais il y a très peu de gens qui voient le monde tel quel. Et les premiers facteurs, on essaie de vraiment cultiver, c'est de sortir de cette mode par le défaut. Comment on peut sortir par cette mode par le défaut? Par la cultivation de l'attention. C'est que le Bouddha, il dit la cultivation de la sérénité, le shamatha. Le mode par le défaut, les chercheurs, ils ont vu qu'il est associé avec un état qui s'appelle mind wandering. C'est dans la journée, quand je suis dans un queue à la banque, je suis en train d'être dans une réunion et mon esprit se vagabond parce que je veux pas être là, je préfère être ailleurs. Ça, c'est le premier signe de dissatisfaction de notre société. On veut aller partout sauf poésie. Et souvent, on peut le voir dans le mode par le défaut, par les études, qu'il est lié à la pensée autocentrique. La plupart de notre pensée, il tourne autour de moi. Et moi, dans sa façon, c'est pas la meilleure façon. On sait que beaucoup de notre maladie, dans notre époque, est liée à le temps qu'on passe dans cette mode par le défaut. Toute la maladie de notre dépression, de notre névrose, de notre pathos aussi, il est lié à le temps qu'on passe. On passe trop de temps dans cette monde. Il y a Pierre Rabhi, le cher Pierre Rabhi, qui dit que quand il est venu en France, il s'est rendu compte qu'on passe beaucoup de temps dans des boîtes. Il a dit, je passe ma journée dans une boîte où je travaille. Après le week-end, je vais danser en boîte. Et ensuite, je rentre dans une boîte qui est ma maison ou dans mon appartement. Et à la fin de ma vie, je finis dans une boîte. Et on peut ajouter une autre boîte aussi. On vit dans une boîte très limitée. Ça s'appelle la boîte crânienne. Et l'invitation, c'est de sortir de ces ruminations. Et la première chose, il faut développer, c'est cette attention. Dans le dossier, la première chose que vous pouvez vous entraîner, c'est cette attention. Quand votre attention est stable, on peut voir quelque chose de très intéressant qui va se passer. On s'appelle ça la métacognition. Ça veut dire que on n'est plus dans les états réactifs. Souvent, quand on est dans le 5 sens et le 6e sens qui est la pensée, on est beaucoup ce que le Bouddha il s'appelle le tanha. C'est la réactivité. Cet état où on va réagir un peu trop, qui nous laisse un certain épuisement mental et psychique et physique. Et dans notre travail,
on peut le voir dans la méditation. Déjà, on peut voir il a moins de cette mode par le défaut. Il est moins activé dans l'entraînement de l'attention. Donc, on a une plus grande capacité de éviter la rumination, ça c'est la bonne nouvelle, et d'avoir moins de soucis, cette monde qui tourne toujours autour de nous. On sait bien que les scientifiques, ils ont découvert que la Terre tourne pas autour de l'univers. La Terre n'est pas le centre du monde, mais que la Terre tourne autour le Soleil et tourne autour de notre galaxie, notre univers. Et c'est très important parce que l'égocentrisme, il a un peu pris sa place dans le monde. Et souvent, c'est à détriment à notre santé. Après, c'est à détriment à notre famille, les gens qui sont chers à nous. Après, détriment à notre communauté. On sait que aussi, ce qu'on peut le voir, c'est une plus grande connectivité avec ce qu'on s'appelle le Central Executive Network. Ça, c'est le réseau exécutif central qui permet de faire les décisions. Dans cette mode, par le défaut, quand on arrive de réguler, cultiver notre attention, gérer notre attention, on a une grande capacité de surveiller, de gérer cet esprit singe. Et ça, le Bouddha, il dit, ça va réduire presque, je pense, 90% de notre problème. Parce que la plupart de notre problème, il est lié à notre pensée. J'ai oublié pour vous partager l'autre aspect qui est très important dans cette première famille de méditation de l'attention. C'est des fois on devient fusionnel avec nos émotions et notre pensée. Et c'est là qu'on crée une relation malsaine avec nous-mêmes parce que notre monde intérieur devient une sorte de bataille. Et dans ce point-là, il est très difficile de créer le lien avec les autres, créer le lien avec notre monde. On peut être sur la plus belle plage, mais on n'est pas si sûr qu'on peut profiter pleinement. On sait que la beauté de la vie est disponible à chaque instant de notre vie, mais parce que cette mode par le défaut nous empêche de vraiment apprécier ce qui est là, il nous laisse dans un état de soif où on continue de courir. Soit on va courir dans l'avenir, ou on va se perdre dans le passé, et on se perd même dans le présent. Et cet état fusionnel, dans la méditation de pleine conscience, on a la deuxième méditation qui est le Vipassana, ou ce qu'on s'appelle la conscience ouverte, open monitoring, dans la science, dans les neurosciences. On voit que, en fait, ça nous permet de voir cette métacognition, où on commence à voir que, en fait, on a des émotions, mais les émotions font partie de notre paysage, ils sont pas nous. On a la pensée aussi, mais notre pensée n'est pas nous non plus. Et ça, c'est la très bonne nouvelle. L'image qu'on donne, le sage, c'est comme vous regardez un film. Quand vous regardez un film, il y a un moment où on devient fusionnel avec le film. On commence à identifier avec le protagoniste. On commence de détester l'antagoniste et on commence à voir que on est en fusionnel avec le film.
Et la méditation de la conscience ouverte, c'est comme vous prenez un peu de largeur et vous commencez à le regarder autour de vous et vous vous rendez compte que vous êtes dans un ciné et ça, c'est une projection du film sur un écran blanc et il y a des images qui défilent et vous pouvez rester vous-même et vous pouvez être libre de tout cet drame, cette tragédie, ce cinéma qu'on s'appelle la vie. La vie aussi comme un cinéma. Et ça, c'est très important à ce premier niveau de nous libérer de cette fusion expérientielle, surtout avec des émotions comme la colère, la jalousie, la pensée qui sont autocritiques, qui auto-blâmées. Ça nous amène dans un rapport déjà malsain avec nous-mêmes. Et après, ça se projette dans le monde. Donc ça, c'est très important. La deuxième famille, c'est la famille de méditation, ça s'appelle constructive, parce que ça nous aide à changer la perspective, de réévaluer notre action et de relier avec notre valeur et notre aspiration profonde. C'est-à-dire, c'est comment avoir plus de compassion plutôt que des fois trop de l'empathie. Encore, ça nous emmène dans des états, ce qu'on s'appelle la détresse empathique, où on va se replier sur nous-mêmes et on a des comportements asociaux selon les études. Mais quand on travaille sur la méditation constructive, on peut voir une meilleure relation avec nous-mêmes et les autres. On peut laisser notre valeur dicte nos actions et éventuellement on peut changer notre perception qui est très important. On va voir des exemples parce que c'est très important. La plupart de nous, on est pris par soit notre perception individuelle ou une perception collective. Moi, j'étais un enfant de la guerre de Vietnam où ma famille a immigré aux États-Unis. Et pendant la guerre de Vietnam, il y a le côté, on prend le côté nord ou sud, sinon on est en danger. Et quand j'ai grandi aux États-Unis, c'était très intéressant parce que quand les gens me demandent d'où viens-tu, d'où venez-vous, et je dis je viens de Vietnam, et il dit oh bon, dans quelle part de Vietnam que tu viens? Et je sais que les gens sont pris dans la perception erronée. Si je dis nord, ils pensent que je suis communiste. Les Américains, ils ont très peur de la communiste. Si je suis dans le sud, donc ils vont prendre mon côté. Mais j'ai vu que ça, c'était pas vraiment le vrai sagesse. Et j'ai dit, en fait, je viens de le milieu. Je viens du centre. Et ça, c'est grâce à cet changement de perspective. Dans la famille, on a la difficulté dans le monde parce que on a des perceptions qui prennent souvent de côté, souvent pendant de conflits. Et dans la posture de la conscience, c'est surtout le rôle, comment on peut réduire la souffrance, comment on peut cultiver la non-violence, la résilience. Et ça, c'est très important quand on comprend d'abord nos émotions et notre perception afin de pour relier avec notre fils, notre fille, notre ami, notre collègue, peut-être
l'autre contre qui croit pas dans la même chose que nous. Et c'est seulement avec cette méditation constructive qui est tellement important dans notre époque que le monde va vraiment avancer et changer. On peut prendre des exemples de la vie de tous les jours pour comprendre cet changement de perspective. L'autre jour, j'étais dans le transport en commune. Il avait une maman qui portait son bébé et le bébé commence à pleurer, crier et il a les gens qui commencent de s'agiter, de s'énerver, qui s'éloignaient parce que le bébé s'arrête pas de pleurer. Et pendant quelques instants, cette maman, elle panique aussi. Elle commençait de dire les choses pas trop habiles au bébé, comme tais-toi, euh, tu m'énerves. Et on peut voir à quel point c'est une certaine situation complexe pour les autres et pour la maman. Et moi, j'ai observé tout ça autour de moi. Et j'ai commencé de méditer sur cette situation. Je vois, en fait, le bébé, il va pas bien. Le bébé, il avait la couche remplie. Il avait aussi un peu le rougeur. Donc, on voit une certaine douleur que le bébé souffre. Et on voit que la maman, elle était aussi très fatiguée. On voit qu'elle manque de sommeil avec des cernes. Et j'ai dit, c'est dommage parce que tout le monde juge et se juge dans cet instant-là. Et ils n'ont pas encore le changement de perspective. Et du coup, je le regardais, j'ai dit, voilà, qu'est-ce que je peux le faire pour vous? Je vois que voilà, vous n'avez pas passé une bonne journée, un moment là. Et déjà, cette question, ça nous aide de tendre la main à l'autre. Ça nous aide de changer cette situation. Et je vois que c'était grâce à cette intelligence, cet changement de perspective. Parce que si je suis dans mon propre agitation, je vais m'éloigner. Et dans toute situation de souffrance, on peut le voir dans la vie, avec la maladie, avec la difficulté. Souvent, vous voyez comme quelqu'un qui est malade, on a beaucoup de solidarité au début, mais à force de cheminer avec cette maladie, le chemin de guérison, au début, les gens vont nous écrire des textos ou l'autre, mais il y a très peu qui va rester jusqu'au bout, parce que quand on est en face de la souffrance, le Bouddha, il dit beaucoup, tous les êtres, ils fuient, ils nient, il va pas regarder la souffrance. Et c'est seulement avec la compassion qui est l'antidote de la souffrance. Et dans cette étude constructive, on peut le voir. Par exemple, il y a une étude qui est faite par un chercheur, Tanya Singer, qui voit que, en fait, dans cette situation, avec le bébé qui crie, on est tous l'empathie, on ressent la douleur de le bébé, mais parce que nous, on sait pas comment prendre soin de notre propre agitation, notre propre mal-être, on entre dans un circuit neuronal, on s'appelle la détresse empathique. Ça veut dire, on va juste fermer la porte ou on va exploser. On va répondre à la souffrance avec la souffrance. Mais quand on est dans cette chemin neuronal, cette neural pathways de le Bouddha, on peut prendre cet choix pour cultiver la compassion qui veut dire de savoir, de reconnaître la souffrance et agir à répondre à notre capacité. Dans ceci est la méditation constructive qui maintenant il a de nombreuses études qui est liée à ça. Dans le dossier, on va regarder un exemple.
Donc, on va regarder la troisième famille de méditation de pleine conscience qui est la déconstructive. Cette famille, ça nous permet de nous libérer de beaucoup de choses que des fois on s'identifie avec. Mais pour faire ça, on va faire un micro-pratique. Je vous invite à faire un petit temps de l'arrêt. Cet l'arrêt, vous êtes lié à votre cœur, sensation de votre cœur. Ensuite, peut-être comment vous vous sentez maintenant, quelle émotion est vivant en vous. Et peut-être quelques pensées qui traversent ou simplement prendre conscience de ces trois niveaux de cœur, l'esprit. Avec trois sons de la cloche. Et aussi profitez de votre respiration consciente. Respirez, vous êtes vivant. Pour créer un nouveau monde, au moins pour participer, pour faire notre part comme un colibri ou pour mettre notre pierre sur cet édifice de l'humanité, on a besoin de gens conscients. Pas de homo sapiens, mais l'homo conscient. La conscience, ça nous amène à la compréhension dans cette famille, dans la méditation déconstructive, que il y a beaucoup de phénomènes, on s'identifie avec. Et la première, c'est qui est aussi le plus difficile, c'est nos émotions. Et le deuxième, c'est notre pensée. Et dans la méditation déconstructive, on utilise surtout la méditation de la conscience ouverte, le vipassana, avec une bonne dose de concentration pour maintenant d'investiguer. Ça nous permet d'observer quelque chose libre de tout notre jugement, libre de toutes nos idées, notre croyance, notre représentation. Et ça, c'est qu'on s'appelle la liberté ultime. Parce que c'est quelque chose tellement radical que ça change complètement notre vision du monde et nous-mêmes. La difficulté avec nos émotions, c'est qu'on s'identifie avec eux. Et dans la méditation constructive, on peut maintenant faire un shift, un changement de perspective. La plupart de nous, on voit des émotions comme quelque chose existentiel. On dit je suis fâché, je suis heureux, je suis triste. Et si c'est une émotion positive, on a une tendance de la saisir. Et si c'est une émotion négative comme la dépression, c'est là que on évite l'expérience, c'est qu'on s'appelle dans la psychologie. Mais notre émotion, c'est pas seulement un état psychique comme je suis fâché, mais c'est quelque chose qui existe en fait comme une expérience. Mais cette expérience, il est ancré où? Les émotions sont aussi au niveau physiologique. Vous pouvez explorer ça avec quelques moments de l'espace. On peut voir maintenant, par exemple, quand vous
Vous pensez à une situation triste dans votre vie, on a l'image, et après on a l'expérience. Et ici, dans la pleine conscience, on travaille au niveau des sensations. Dans la psychologie bouddhiste, on divise cette étude dans la sensation agréable, désagréable et neutre, qui est bien explorée dans la voie du cœur et le beau souffle. Dans ces deux formations. Et on peut voir que, en fait, l'expérience de la tristesse, c'est plutôt là, avec un certain enfermement, ou une certaine froideur au niveau de la main, au niveau de les épaules. Donc on peut le voir qu'il a une certaine expérience physiologique. Et qu'est-ce qui se passe quand vous pouvez accueillir les sensations? On peut découvrir qu'en fait, le Bouddha, il a dit, toutes choses changent, toutes choses sont impermanentes. Même ce qu'on s'appelle la tristesse, ils apparaissent dans notre champ de conscience, ils durent un petit moment et disparaissent. Et la seule chose qui le nourrit après, c'est la pensée. Il y a des protocoles, ça s'appelle le MBCT, ça s'appelle le Mindfulness Based Cognitive Therapy. On voit que juste de nous libérer, de pas identifier notre pensée, la probabilité de la rechute dépressive est réduit à un grand pourcentage, je pense 60% selon les études. Donc ça, c'est très important. Et quand on voit qu'on peut se libérer de notre colère, notre peur, nos émotions, on fait quelque chose de très important pour l'humanité. Quand vous regardez maintenant le problème dans le monde, la guerre, le conflit, la violence, la discrimination, il y a des choses qui sont liées à nos émotions, parce que c'est nos émotions qui nous emmènent à des actes. Et dans cette voie du cœur, le cerveau de Bouddha, c'est la voie de la non-violence. Comment on peut répondre à la violence avec la non-violence? Comment on peut répondre à la souffrance avec la compassion? Comment on peut répondre à la tristesse avec la joie? Comment on peut répondre à l'ignorance avec la compréhension? Et quand on arrive de faire ce changement de perspective, on s'appelle ça la vision profonde, la sagesse. Dans le dossier, on va regarder, pratiquer ensemble cette méditation déconstructive qui va nous aider de réduire notre anxiété, notre dépression des fois, et peut-être de changer notre perspective pour voir le monde à travers nos enfants, pour voir le monde à travers l'autre, peut-être notre ennemi, pour voir le monde à travers un arbre, une rivière. Et seulement de ce changement de perspective, de véritable transformation en soi et le monde est possible.